Bienvenue sur cette visioconférence sur la base Vision. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Familizen et Adaptia. Elle est financée aujourd'hui par la conférence des financeurs du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Si Margot, si tu peux mettre la slide suivante. Donc moi, je suis Charlotte Leblanc. Je suis la cofondatrice d'Adaptia. Pour vous rappeler juste que vous pouvez vous inscrire aux prochaines visioconférences via le lien Movadom, que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, je serai votre hôtesse pour cette visioconférence qui est animée par Margot Delalande, qui est ergothérapeute. Donc, je vais laisser Margot se présenter, prendre la main sur cette conférence. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent ces visioconférences, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et à la fin de la conférence, eh bien, nous rouvrirons les micros pour que chacun puisse intervenir s'il le souhaite. Alors, c'est bon, donc effectivement, donc, je m'appelle Margot Delalande, je suis ergothérapeute. Je travaille donc chez Adaptia. L'objectif, donc je ne sais pas si vous connaissez le travail d'un ergothérapeute. On va en reparler un petit peu après, mais l'ergothérapeute permet aux personnes de maintenir et de conserver leur autonomie dans la vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait en fait dans notre quotidien. Donc on va aborder plus spécifiquement aujourd'hui la base vision. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques connaissances sur ce sujet. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, donc je vais essayer d'être assez brève dans la présentation des pathologies pour avoir beaucoup plus de temps pour vous présenter les solutions qui existent. Donc je vais déjà vous diffuser une petite vidéo qui va rappeler le fonctionnement de l'œil humain.
Donc voilà cette petite introduction sur la vue. Donc effectivement, on a plusieurs visions. Donc la vision centrale qui va permettre de voir loin et précisément. La vision périphérique qui va donner plus d'informations sur des informations sur l'environnement qui nous entoure et qui seront beaucoup moins détaillées mais qui vont compléter cette vision centrale en fait. Donc vous voyez sur le petit schéma un petit peu à quoi, ce que ça représente comme angle. On peut penser par rapport, faire le comparatif à la conduite automobile. La vision périphérique, ça va concerner un petit peu tous les obstacles, les piétons qui vont pouvoir venir sur les côtés, qu'il va falloir anticiper. Et du coup, la vision centrale, c'est ce qu'on va observer, les feux, la route, les voitures devant nous. Donc c'est vraiment un ensemble d'informations qui vont se compléter et qui vont donner au cerveau une vision d'ensemble, ce qu'on appelle le champ de vision, champ visuel. Donc on va parler de différentes choses concernant les troubles visuels. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs causes qui peuvent les expliquer. Ça peut être du coup un défaut de l'œil, ça peut être une anomalie qui vont être physiologiques de naissance. Ça peut être une pathologie qui va venir avec l'âge. Ça peut être aussi le vieillissement naturel de l'œil. En tout cas, tous ces troubles visuels, ça concerne à peu près 68,4% de la population de la France, donc c'est assez important. On va du coup distinguer deux critères pour évaluer ces déficiences visuelles. Donc c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va les noter selon l'acuité visuelle et le champ visuel. Et ce classement va permettre de donner 5 catégories qui vont permettre de classer les différents types de déficiences, que ce soit de la basse vision ou de la cécité. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard de ces différences. Mais globalement, donc, il faut faire attention parce qu'il existe des défauts visuels qui concernent vraiment la physiologie de l'œil et les pathologies de l'œil. Donc les défauts visuels, ça va être tout ce qui va être l'astigmatisme, l'hypermétropie, la myopie. La presbytie, c'est différent puisque ça concerne vraiment le vieillissement de l'œil. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les pathologies oculaires qui vont être la cataracte, la DMLA, le glaucome et donc la cécité. Au niveau de l'astigmatisme, donc ça concerne 15% de la population. C'est un défaut au niveau de la cornée qui va donner une forme un peu de ballon de rugby à l'œil plutôt qu'une forme sphérique, et donc qui va engendrer une vision lointaine et de près qui seront imparfaites. Au niveau de l'hypermétropie, donc ça concerne 9% de la population en France, c'est un œil qui va être géométriquement trop court, et donc l'œil va devoir fournir un effort pour faire le réflexe d'accommodation et obtenir une vision nette. Donc de loin, la vision sera relativement nette. Par contre, l'œil va devoir fournir un effort supplémentaire pour la vision de près, et donc la vision sans correction sera inconfortable. L'accommodation de l'œil, donc comme c'était un peu expliqué dans cette vidéo, c'est le fait que les petits muscles étirent plus ou moins le cristallin, donc qui vont permettre, en fonction de là où on se situe, de préciser la vue selon ce qu'on est en train d'observer. Donc que ce soit un objet qui soit proche ou loin, l'œil va s'adapter pour apporter une vision qui soit la plus nette possible. Dans les défauts visuels, on a également la myopie qui concerne 29% de la population en France. Cette fois, c'est un œil qui va être géométriquement trop long ou trop puissant, et donc la personne myope va voir flou en vision lointaine, mais va relativement mieux voir en vision de près. Donc tous ces défauts visuels se corrigent facilement avec des lunettes. C'est des défauts qui sont, qui peuvent être naturels et facilement compensés. La presbytie, en revanche, c'est pas une pathologie, c'est le vieillissement en fait naturel de l'œil qui va survenir aux alentours de 45 ans, qui concerne à peu près 40% de la population. Et en fait, c'est le fait que l'œil est cherché à accommoder tout au long de la vie, qui va petit à petit fatiguer l'œil. Donc c'est pas une pathologie, c'est un phénomène, un vieillissement normal. Et donc le vieillissement permet
difficilement de faire l'accommodation comme on peut le faire plus facilement quand on est plus jeune. Donc la vision lointaine est relativement bonne, la vision de près est un peu plus floue. Encore une fois, c'est quelque chose qui se corrige relativement facilement aussi avec des verres correcteurs. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous voyez sur l'image de gauche, on a la lecture avec accommodation, on voit que l'image est vraiment nette. Et en fait, avec le vieillissement, l'accommodation se fait plus difficilement et donc la vision va être plus floue. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des pathologies. C'est ce qu'on rencontre du coup avec l'âge. L'œil développe certaines pathologies. Donc la cataracte en est une qui concerne 50% des plus de 60 ans. Et en fait, plus on va vieillir, plus cette proportion va augmenter, puisque la plupart, chez les plus de 75 ans, on atteint presque 50% de la population. Donc la cataracte, effectivement, c'est lié à l'âge. Faute de soins, en fait, ça peut causer une cécité. C'est la vision et le confort en fait de la personne qui vont être perturbés dans toute la vie quotidienne, puisque le cristallin va perdre en transparence avec le temps. Donc c'est une vision qui va devenir vraiment opaque au fur et à mesure, donc la visibilité va être de moins en moins bonne. L'accommodation va être plus difficile en fait, et la vision globalement va être plus difficile. Donc le seul traitement qui existe à ce jour, c'est un traitement qui est chirurgical. En général, la cataracte, ça peut atteindre un œil ou les deux, mais l'opération va évidemment se faire un œil après l'autre. C'est une opération qui se pratique vraiment très souvent, puisque ça concerne à peu près 900 000 interventions en 2020. Ça se fait sous anesthésie locale. Très souvent, c'est en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rester hospitalisé plusieurs jours. Ça se fait la journée, vous rentrez le soir. Voilà, globalement, l'opération, c'est le cristallin qui est remplacé par un implant artificiel qui sera, lui, complètement transparent et qui va, du coup, compenser l'opacité qu'avait le précédent cristallin. Au niveau de la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Globalement, c'est une pathologie qui arrive autour de 50-60 ans et qui concerne plus d'1 million de Français. C'est la principale cause de cécité, encore une fois, puisque on peut difficilement la soigner. Elle atteint plus d'une personne sur deux à 80 ans. Et en fait, ça va correspondre à une perte progressive du champ de vision qui va du coup empêcher la personne de réaliser la plupart des activités de la vie quotidienne, comme lire, observer des objets, conduire, etc. Donc ça devient très pénalisant dans la vie quotidienne. C'est une pathologie qui nécessite une prise en charge assez précoce pour freiner sa progression. Parce que du coup, les lésions qui vont survenir au cours de cette pathologie sont irréversibles. Donc il va falloir en fait accompagner, traiter au fur et à mesure pour vraiment freiner la maladie, pour qu'elle soit la moins impactante dans la vie quotidienne possible. Donc il existe ce qu'on appelle la DMLA humide et la DMLA sèche. C'est quelque chose qui peut être évalué, entre guillemets, grâce à cette grille. Donc évidemment, ça ne remplace pas une évaluation d'un professionnel de santé, mais globalement, c'est une grille qui permet d'évaluer la vue. Il faut se cacher un des deux yeux, puisque ça s'observe avec un œil à la fois. Et en fixant le point noir, si on voit des taches apparaître aux alentours ou si les grilles commencent à se déformer et les lignes ne sont plus droites, c'est qu'il commence à y avoir un défaut au niveau de l'œil. Et donc, il va falloir éventuellement faire un dépistage et consulter des professionnels de santé pour être accompagné dans le soin de ces pathologies. Une autre pathologie qui existe, donc c'est le glaucome, qui concerne du coup les plus de 40 ans, encore une fois. La plupart des pathologies surviennent avec l'âge, donc c'est pas étonnant que ça vienne à partir d'un certain âge à chaque fois. Donc ça concerne plus de 1,55 million de personnes en France, et ça augmente du coup avec l'âge. C'est la principale cause de cécité en Europe, puisque du coup, s'il n'y a pas de traitement, encore une fois, si c'est pas suivi, ça peut dégénérer. Le glaucome, ça n'atteint pas l'œil en lui-même, ça atteint le nerf optique. Le nerf, donc comme on a vu dans la vidéo précédente, qui permet de transmettre les images reçues
par l'œil au cerveau. Donc c'est au niveau de ce nerf optique que ça coince en fait. Et c'est la périphérie du champ visuel, donc vraiment ce qui est sur les côtés, la vision périphérique qui va être atteinte. C'est pour ça qu'on la détecte assez tardivement, parce que quand l'atteinte est vraiment située sur la vision centrale, on s'en rend compte forcément tout de suite. Par contre, quand ça touche la vision périphérique, l'œil et le cerveau ont tendance à compenser. Donc on ne se rend pas compte en fait qu'il y a des zones qu'on ne voit plus très bien. Évidemment, c'est indolore, mais c'est une pathologie qu'on peut traiter également avec des traitements médicamenteux. Mais encore une fois, si on ne la traite pas, si on ne l'accompagne pas, ça peut aboutir à la cécité. Donc vous voyez qu'en fait, le glaucome, ça entraîne une vision tubulaire. Progressivement, on va le voir comme dans un tube. On voit un peu l'évolution. Vraiment, au début, c'est périphérique. Donc, comme on voit vraiment au niveau central, il n'y a pas de difficulté. Et progressivement, on va voir vraiment tout le champ périphérique qui va être atteint. On distingue ensuite, donc, pour les personnes qui ont des troubles visuels très importants, ce qu'on appelle la cécité clinique et la cécité légale. La cécité clinique, donc, c'est quand il n'y a vraiment aucune vision possible. L'œil ne fonctionne pas. Et la cécité légale, c'est quand il y a une perte de vision, mais qui n'est pas totale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler un petit peu les capacités visuelles restantes pour les compenser. Donc il y a vraiment cette différence-là à faire entre les deux. Je vous mets une autre petite vidéo qui va permettre d'introduire la base vision.
Donc vous voyez que la basse vision peut être vraiment impactante sur la vie quotidienne, mais il existe beaucoup de solutions, que ce soit un accompagnement des professionnels ou des aides techniques qui vont permettre de compenser ça. La basse vision, ce qu'on appelle basse vision, c'est la cécité clinique, la cécité légale et la malvoyance. Donc c'est le fait de n'avoir aucune vue ou d'avoir des capacités visuelles très réduites, donc avec les pathologies oculaires qu'on a vues précédemment. Donc il y a environ 3 millions de personnes qui présentent une déficience visuelle de tout âge en France. Donc c'est un nombre assez important. Donc voilà, d'où l'importance de les accompagner dans la vie quotidienne. Et donc la définition, la malvoyance. Une personne malvoyante est une personne à déficience visuelle après une incapacité dans l'exécution d'une ou plusieurs des activités suivantes. Ça peut être la lecture, l'écriture, certaines activités de la vie quotidienne. Ça peut être la communication, que ce soit avec la vision de près, à moyenne distance, l'appréhension des espaces, les déplacements, ou alors le fait de maintenir son attention et sa vue prolongée, en fait. Des fois, on a des difficultés du coup à maintenir l'acuité visuelle sur une activité pendant un long moment. Donc, on va faire le point maintenant sur quelques idées reçues. Je vais faire les questions-réponses pour optimiser le temps et avoir un peu plus de temps pour vous présenter les solutions après. Donc, on a une idée reçue sur les yeux qui s'usent avec l'âge. Et ben, c'est vrai et faux en fait. Ce n'est pas l'âge qui use les yeux, mais en fait, c'est les maladies qui surviennent avec l'âge. Donc, c'est pas en utilisant nos yeux, enfin, en utilisant les yeux au quotidien qu'on les fatigue. Hein. C'est important de les solliciter pour les entraîner et maintenir leur capacité. Mais avec l'âge surviennent des pathologies qui peuvent affecter du coup la vue. Les yeux clairs sont plus fragiles que les yeux de couleur foncée. Alors ça, c'est faux. La couleur n'influe pas du tout sur la fragilité de l'œil. Donc quand on dit que les yeux bleus sont plus fragiles, ce n'est pas vrai. L'hérédité joue un rôle dans la déficience visuelle. Donc ça, c'est vrai. Ce rôle, il est clairement mis en évidence, surtout pour la DMLA et le glaucome. Les écrans de télévision et d'ordinateur sont dangereux pour les yeux. Donc ça, c'est faux en fait. Ce ne sont pas les écrans en fait qui vont abîmer les yeux. C'est même utile pour stimuler la fonction visuelle, mais c'est surtout la fatigue qui peut être ressentie par rapport au regard de ces écrans et l'absence de liquide lacrymal, donc le liquide qu'on a sur l'œil qui permet de le nettoyer par exemple, qui vont assécher un petit peu l'œil. La carence en vitamines est responsable de la perte de vision. Donc ça, c'est vrai en fait. C'est pour ça qu'un bon équilibre alimentaire est important pour favoriser le fonctionnement de l'œil et lui permettre de fonctionner en toute capacité. Donc pour ça, ça va être important de consommer des vitamines A, B, E, des oméga 3 et aussi des aliments antioxydants. Le soleil est néfaste pour les yeux. Donc ça, évidemment, c'est vrai parce que le soleil émet des infrarouges et des ultraviolets qui sont nocifs pour les différentes structures de l'œil. Donc, c'est très important qu'on ait des problèmes visuels ou non de bien s'équiper de lunettes de soleil pour se protéger les yeux. Chacun possède un capital visuel, il ne faut pas le gaspiller. Donc ça, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, c'est faux. Plus on se sert de ses yeux, moins il s'use. C'est comme la mémoire, en fait. La vision, elle s'entraîne aussi avec l'entraînement. Donc, plus on va la solliciter, plus on va développer ses compétences. Les professionnels de la vision qui accompagnent, du coup, donc, en général, il y a l'ophtalmo, évidemment, il y a l'orthoptiste, il va y avoir l'opticien, le psychologue, l'ergothérapeute. Oh, je vais un petit peu trop vite. Tous ces professionnels-là peuvent vous accompagner du coup dans les différentes démarches, que ce soit pour diagnostiquer des pathologies, pour vous conseiller sur des équipements à avoir en termes de verres correcteurs par exemple, de loupe, etc. Pour vous apprendre à les utiliser, pour vous conseiller aussi sur des aménagements de la vie quotidienne pour améliorer votre confort. Et puis voilà, donc tout cet ensemble de professionnels peuvent vous accompagner. Il existe des centres qui permettent voilà, de ne pas se sentir isolé en fait, avec certaines pathologies et d'être vraiment
accompagner sur la durée en fonction des capacités que vous avez. Donc moi, je vais vous parler évidemment des ergothérapeutes puisque je suis ergothérapeute. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui a pour but d'accompagner la personne, qui va l'aider à conserver et retrouver son autonomie dans la vie quotidienne, donc c'est-à-dire les activités qu'on fait tous les jours, comme se déplacer, se faire à manger, faire les courses, se laver, s'habiller. Donc toutes les activités qu'on fait au quotidien, permettre à la personne de les faire en toute autonomie, que ce soit avec ses capacités ou en mettant en place du matériel qui va permettre de compenser s'il y a des difficultés. Donc en ergothérapie, quel est le lien avec la basse vision en fait? Une personne qui a des déficiences visuelles souvent va être conduite à réduire ses activités puisqu'en voyant moins, souvent on fait moins de choses, donc forcément si on fait moins de choses, on perd en autonomie. Et l'objectif en fait, ça va être d'accompagner dans la rééducation et la réadaptation afin de retrouver une vision fonctionnelle. Donc la vision fonctionnelle, c'est la vision qui nous permet, enfin qui est résiduelle, c'est la vision qu'on possède encore et on va pouvoir travailler ces capacités résiduelles pour continuer à faire l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Donc on va pouvoir accompagner et compenser aussi la vision fonctionnelle, donc ce qui reste de fonctions utiles, avec des aides optiques et en aménagement l'environnement pour le rendre sécurisé et fonctionnel. Donc l'accompagnement en ergothérapie, donc en première étape, on va faire des évaluations. En fait, on va se baser sur les évaluations qui sont faites par les autres professionnels. On va également faire, nous, des activités, des mises en situation et des bilans qui vont permettre de voir un petit peu le confort, par exemple, à quelle luminosité vous avez confort, quelle est votre qualité de vision actuelle, et puis de voir en situation en fait quelles sont vos difficultés, parce que c'est en mettant en pratique qu'on va vraiment se rendre compte d'où sont les difficultés et où est-ce qu'on va pouvoir apporter des solutions. On va ensuite, après ces évaluations, pouvoir faire de la rééducation, donc travailler ce qu'on appelle la coordination œil-main, toutes les activités qu'on fait en utilisant nos mains, mais avec un contrôle visuel, par exemple couper une feuille avec des ciseaux ou ce genre d'activité. Ça va être également de travailler la coordination visio-tactile, c'est-à-dire d'avoir des informations tactiles en fait, en touchant les choses et en associant à la vue, puisque du coup, en perdant la vue, on perd des informations pour se repérer, par exemple, sur les objets, sur les textures. Et en développant un petit peu cette relation entre la vue et le toucher, on va pouvoir compenser ce qui n'est plus visible. Donc on va également trouver des stratégies de compensation pour retrouver un petit peu tout ce qui était difficile à faire auparavant. Et on fera, en dernière intention, on va faire de la réadaptation. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un environnement adapté avec des aides techniques du quotidien ou alors des aides optiques qui vont permettre de compenser un peu les difficultés et de retrouver un confort et une autonomie dans la vie quotidienne. Donc les aides techniques, c'est tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Donc les aides techniques, ce n'est pas forcément quelque chose qui est uniquement spécifique aux personnes en situation de handicap. Par exemple, il y a des aides techniques dans notre quotidien, dans notre environnement, qu'on soit valide également. Par exemple, l'économe pour éplucher les légumes, c'est quelque chose qu'on utilise presque tous, sans forcément avoir un handicap. Donc vous voyez qu'une aide technique, c'est quelque chose qu'on peut trouver et utiliser quotidiennement sans avoir forcément peur du jugement ou du regard des autres. Donc, je vais essayer de développer un petit peu plus cette partie. On répondra à vos questions par la suite. Donc, dans la vie quotidienne, pour faire sa toilette, donc on va pouvoir, par exemple, utiliser les contrastes, aménager l'environnement et utiliser des aides techniques appropriées. Par exemple, pour les contrastes, ça va être d'utiliser des serviettes de toilette de couleur pour vraiment mieux les repérer quand elles sont posées sur un support.
Ça va être d'équiper la douche ou la baignoire de tapis antidérapants, de barres d'appui pour avoir des appuis sûrs et sécurisés où se tenir, éviter les risques de chute. Par exemple, pour vous brosser les dents, ça va être également d'utiliser un dentifrice qui est une pâte contrastée par rapport à la brosse à dents pour mieux voir encore une fois la quantité que vous déposez dessus. Ça peut être aussi la possibilité de placer un doigt de mettre le dentifrice sur le doigt pour vraiment évaluer avec la sensation du toucher la quantité avant de le poser sur la brosse à dents. Par exemple également, pour vous couper les ongles, donc ça peut être plus sécurisé d'utiliser une lime à ongles qu'un coupe-ongle, il y a moindre risque de vous blesser. Vous pouvez aussi vous rendre chez une esthéticienne ou un pédicure qui le fera à votre place et donc qui vous évitera de vous blesser. Pour les hommes, par exemple, pour voir un petit peu, ou les femmes également, pour voir la qualité du rasage, vous pouvez utiliser votre main. Encore une fois, c'est le fait d'avoir le repère tactile qui va vous donner des indications. Ça peut être aussi la possibilité d'utiliser un miroir grossissant pour vraiment apporter une meilleure visibilité. Et pour le maquillage, par exemple, donc ce serait d'utiliser un fond de teint en poudre plutôt qu'en crème, puisque du coup, vous pourrez doser un peu plus et avoir la main plus légère, disons. Donc, vous voyez le contraste du dentifrice, par exemple. Il y en a qui sont plus visibles que d'autres, donc on évite les pattes blanches. Les tapis antidérapants à l'entrée et sortie de bain et de douche pour éviter de glisser s'il y a des projections d'eau. Également des bandes antidérapantes ou des tapis antidérapants à l'intérieur pour éviter de glisser. Les barres d'appui où se tenir. Il existe également des pèse-personnes parlants, donc ça peut aussi donner une indication sonore plutôt que visuelle. Des coupe-ongles qui existent avec un système de loupe, avec un système lumineux également qui peut être intégré, mais du coup la lime à ongles qui est à privilégier. Et puis les miroirs grossissants, effectivement, aussi avec il peut y avoir le contour aussi lumineux pour une meilleure visibilité. Pour prendre ces médicaments au quotidien, encore une fois, donc on peut utiliser des repères tactiles, on peut utiliser des aides techniques appropriées et on peut aussi sensibiliser l'entourage et les professionnels. Ça, c'est important d'apprendre aux personnes qui vous entourent à vous accompagner en leur disant quels sont vos besoins pour éviter que les personnes fassent à votre place. Comme ça, ça vous permet de conserver votre autonomie au quotidien. Pour les repères tactiles, par exemple, sur les boîtes, vous pouvez mettre des agrafes ou des élastiques en fonction du nombre de comprimés que vous avez à prendre. Ça permet d'avoir encore une fois un repère tactile. Rien qu'au toucher, vous avez l'information. Vous pouvez aussi classer les médicaments par ordre de prise dans la journée. Utiliser une ordonnance sur laquelle vous aurez recopié en gros caractères les documents, les comprimés que vous avez à prendre, en quel nombre, etc. Vous pouvez aussi utiliser un pilulier qui va permettre d'organiser les traitements sur les différents temps de journée, le midi, le soir. Ça peut être par semaine, par jour. Il en existe qui ont des repères déjà tactiles. Il en existe aussi des parlants. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des lecteurs d'étiquettes qui vont permettre de lire les informations sur les supports, que ce soit les boîtes de médicaments, l'ordonnance. Ce qui est aussi important, par exemple, parce qu'on sait que les plaquages ont de plus en plus de médicaments, ça va être de demander à votre médecin de changer un seul médicament à la fois, pour que vous ayez le temps d'assimiler le changement et de pouvoir réajuster en fait le traitement et votre organisation au fur et à mesure, plutôt que d'avoir tout à chambouler. Donc le lecteur d'étiquettes, ce qu'on voit en bas à droite, le pilulier. Voilà, des bandes de couleurs, des étiquettes de couleurs pour se repérer un petit peu sur les boîtes. Pour choisir ses vêtements, entretenir son linge et son intérieur, donc on va utiliser des étiquettes, on va optimiser le rangement et solliciter encore une fois l'entourage et les professionnels. Donc pour les vêtements, on va pouvoir utiliser des étiquettes pour les ranger par type. Ça peut être les pulls d'un côté, les pantalons de l'autre. Donc les étiquettes permettront de mieux voir ce que ça contient, ce que contiennent les tiroirs. Ça peut être également de ranger vos vêtements comme vous le souhaitez, soit par couleur, par style, par ensemble. Là, en fait, ça va être de trouver la solution dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et dans laquelle vous trouvez plus facilement les informations. Les chaussures, l'idéal, ça va être de les ranger par boîte.
pour éviter de les dépareiller et aussi de les retrouver plus facilement. Si vos vêtements sont tachés, vous pouvez solliciter l'entourage pour vous prévenir discrètement, voilà, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement repérer. Et puis au niveau de l'entretien du linge, il va falloir être très bien organisé au niveau du rangement du linge sale, du linge propre. Vous pouvez aussi solliciter une aide à domicile pour vous accompagner pour la gestion du linge. Vous voyez, on peut du coup ranger par couleur, c'est plus visuel. On va utiliser aussi des étiquettes donc, pour se repérer. Et au niveau du linge, il va être très important d'avoir des appareils électroménagers avec des boutons à cran sur lesquels vous allez pouvoir tourner à chaque fois le bouton, choisir des modèles aussi avec peu de programmes, puisque ça ne sert à rien d'avoir une quantité de programmes que vous n'allez pas utiliser, et surtout éviter tout ce qui est tactile, en fait, à commande tactile. Au niveau des repas et pour les courses, donc on va utiliser des contrastes et la luminosité principalement. On va optimiser les rangements, on va utiliser des aides techniques appropriées, et encore une fois, on va pouvoir solliciter l'entourage et les professionnels pour être accompagnés. Donc, par exemple, pour l'éclairage et le contraste, ça va être de mettre de la vaisselle de couleur sur un fond blanc, par exemple, ou inversement, des plats blancs sur une nappe de couleur pour vraiment distinguer le contraste. Aussi, les choses à la même place, les retrouver facilement. Et c'est pour ça aussi qu'il faut sensibiliser l'entourage, parce que les personnes qui vont vers vous et déplacer les choses risquent de vous perdre, alors que si tout est rangé à la même place, ce sera plus facile pour vous repérer. Si jamais vous avez des difficultés pour vous voir un petit peu où vous en êtes dans l'alimentation au niveau de ce qui reste dans l'assiette, vous pouvez aussi demander par exemple à votre entourage de vous guider en représentant l'assiette comme un cadran horaire pour vous guider un petit peu dans les zones où vous auriez oublié des aliments. Si vous mangez à l'extérieur, vous pouvez solliciter le serveur pour vous couper la viande, par exemple. Il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide quand c'est nécessaire. Pour vous verser à boire, donc vous pouvez placer un doigt dans le verre. Le plus simple, c'est de remplir le verre au robinet. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des petites bouteilles ou des carafes qui vont être légères, parce que du coup, avec le poids, ça va être aussi difficile à verser. Mais surtout avec un bec verseur qui va permettre de poser la carafe sur le verre et du coup de vous guider des doigts pour évaluer un petit peu la hauteur. Vous pouvez aussi mettre une goutte de vin ou de sirop pour augmenter le contraste de l'eau, pour mieux voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, petit à petit, vous aurez aussi plus de facilité à vous guider par rapport au poids, en fait, de l'objet. Au niveau de la cuisine, encore une fois, l'organisation, ça va être important, donc de ranger toutes les choses au même endroit, de faire les gestes, parce que c'est des gestes du quotidien, donc vous avez l'habitude de les faire, mais donc il va falloir les faire avec peut-être un peu plus de temps, en organisant un peu mieux l'espace et en sécurisant l'environnement. Par exemple, pour les casseroles, mettre les manches vers l'intérieur pour éviter de les percuter et de vous brûler. Pour déplacer les objets d'une pièce à l'autre, utiliser une desserte à roulettes qui permet aussi de transporter les plats chauds et éviter de se brûler. Voilà. Si jamais la cuisine, c'est quelque chose qui est stressant et qui peut être source de difficultés, ça peut être aussi l'occasion d'aller prendre ses repas à l'extérieur ou de les partager avec d'autres personnes, ou aussi de se faire livrer des repas, des plateaux repas à domicile. Donc ça, c'est pour les repas principalement. Au niveau des courses, il va falloir, si possible, organiser son porte-monnaie avant de partir. Les pièces de monnaie sont détectables et identifiables par rapport aux repères tactiles, en fait, qui sont situés sur la tranche. Elles sont toutes différentes à ce niveau-là, donc ce qui permet de les distinguer. Il existe aussi des porte-monnaies un peu avec des compartiments, en fait, sur lesquels chaque pièce a son compartiment, donc c'est plus facile de les retrouver au moment de faire des achats. Et puis, si vraiment faire ses courses est difficile pour se repérer dans le magasin, lire les étiquettes, etc., vous pouvez vous faire accompagner d'une aide à domicile ou vous faire livrer les courses directement chez vous. Donc, bien organiser ses placards par type, voilà, pour bien se repérer, utiliser un couteau sécurisé, utiliser une desserte à roulettes pour transporter les aliments.
le porte-monnaie avec les différents compartiments. Il existe aussi des balances ou des outils de mesure qui sont parlants, donc avec un repère sonore, des assiettes aux 2 couleurs pour être contrastées, des carafes à bec. Et il existe d'autres aides techniques au niveau de la cuisine, comme un séparateur de blanc et de blanc et de jaune pour les œufs, pardon. Des assiettes à rebord pour éviter de faire tomber les aliments, des ouvre-boîtes, que ce soit manuels ou électriques, et puis encore une fois donc des outils doseurs et qui ont un retour sonore qui vous permettent de vous guider plus facilement. Au niveau de l'éclairage, en général, les personnes qui ont des problèmes de vue ont des besoins en lumière qui sont 2 à 3 fois plus importants. Donc il va falloir adapter aussi la lumière à ce niveau-là. Et il existe différents types de lumière et de lampes. C'est pour ça qu'il va falloir aussi faire des essais, voir ce qui est le plus confortable pour vous, puisqu'il existe des lumières de teinte jaune, orangée, blanc, bleuté, qui se rapprochent un peu de la lumière du jour. Il peut y avoir des ampoules incandescentes, à économie d'énergie, fluorescentes, à halogènes, des LED. Donc en fait, il va falloir vraiment distinguer quel type de lampe est la plus confortable visuellement pour vous. Il va falloir utiliser, si possible, un éclairage qui soit uniforme, puisque les zones d'ombre, ça va être source d'inconfort et de risque de chute. Et puis, une source lumineuse qui serait mal dirigée, ça peut créer aussi des éblouissements. Donc, c'est pas l'idéal. La solution, ça va être de se placer dos à la fenêtre ou perpendiculairement pour éviter d'être ébloui et installer, par exemple, des stores ou des voilages. Ça va permettre de moduler un petit peu la lumière. Vous pouvez utiliser aussi des lampes à intensité réglable. Comme ça, vous allez pouvoir ajuster en fonction des activités que vous faites. S'il y a besoin de moins de lumière ou plus de lumière, par exemple pour la lecture, comme ça, vous pouvez ajuster en fonction de vos besoins. Donc au niveau de l'éclairage, vous voyez la différence de lumière en fait, qui peut être plus proche du blanc, plus proche du jaune. Au niveau de l'environnement, on va aussi beaucoup travailler sur les contrastes. C'est le fait du coup d'avoir une différence de visibilité entre un élément et son fond. Donc comme vous voyez sur le petit texte, le fond blanc vers le fond noir, évidemment noir sur noir on voit moins bien. Et puis sur l'échelle de couleurs que vous voyez à droite, en fait, c'est les couleurs complémentaires. Donc par exemple, la couleur opposée au rouge va être le vert, donc c'est des contrastes qui vont être bien perçus par l'œil. Et donc, les contrastes, c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer à presque tout le quotidien et qui va permettre d'augmenter la visibilité des choses. Donc, que ce soit pour les assiettes, le contraste au niveau des marches, très important de distinguer les nez de marches pour bien les percevoir. Donc, soit avec des bandes antidérapantes ou des systèmes de couleurs. Les contrastes aussi donc, dans les serviettes ou tout autre élément de la vie quotidienne. Au niveau de l'environnement, on va aussi réorganiser son quotidien pour retrouver plus facilement ses objets et ses papiers. Donc, comme on dit, chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Pour retrouver très facilement les affaires, il va falloir les ranger au même endroit. On peut aussi tout réorganiser en les classant, que ce soit en utilisant des plateaux à rebord, des corbeilles, des boîtes de couleurs ou avec des étiquettes. Donc on peut aussi utiliser des marquages avec des systèmes d'écriture au feutre, avec des gommettes, avec des étiquettes écrites ou de couleurs. Utiliser des pochettes colorées en associant une couleur à un élément. Des rubans adhésifs, ça peut être du vernis à ongles. Voilà, on peut utiliser un petit peu tous les supports pour jouer sur les contrastes et personnaliser en fait les rangements. On peut aussi mettre des indices tactiles. On va pouvoir associer une forme ou une texture à un élément qui va permettre de retrouver plus facilement. Par exemple, sur une machine à laver, mettre quelque chose de doux sur le bouton de départ et quelque chose de râpeux sur la touche d'arrêt pour distinguer l'un et l'autre. Et donc, encore une fois, ça va être de beaucoup sensibiliser l'entourage pour vraiment qu'il respecte le fait que vous ayez besoin que chaque chose soit rangée à sa place. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des gommettes, utiliser des plateaux à rebord qui soient colorés pour vraiment associer un type de rangement. Ça peut être aussi des réveils digitaux
des horloges digitales en fait, sur lesquelles vous allez mieux voir les informations, des classeurs de couleurs. Vous avez aussi des montres qui peuvent être parlantes pour vous donner les informations au niveau sonore, ou des systèmes de porte-clés, encore une fois, où vous allez avoir l'heure, la date avec une information sonore. Pour éviter tout ce qui est choc et chute, donc on va éviter évidemment tout ce qui peut faire obstacle, donc d'où l'importance de ranger. On va ajouter des contrastes au niveau des escaliers, retirer les tapis, et on va faire attention à tout ce qui est portes et fenêtres. Donc, dans un premier temps, on range tout ce qui traîne. Sur les marches, on va pouvoir mettre des contrastes, que ce soit sur toutes les marches ou au moins sur la première et la dernière, qui sont les plus importantes. Donc, c'est des bandes qui peuvent être contrastées, qui peuvent être antidérapantes pour aussi accrocher le pied et avoir une information au niveau tactile. Elles peuvent aussi être phosphorescentes ou avec un système lumineux pour mieux les percevoir pour les déplacements nocturnes. On va aussi jouer sur la rampe d'escalier. On va éviter de mettre une rampe blanche sur un mur blanc, donc on va jouer sur le contraste encore une fois pour sécuriser le déplacement. Au niveau des tapis, l'idéal c'est de les retirer complètement. Si jamais c'est pas possible ou que c'est pas souhaité, on peut les stabiliser. Les tapis les plus lourds en général bougent un petit peu moins. Il faut se méfier des bords sur lesquels on a tendance à se prendre les pieds et trébucher. Les tapis plus légers ont tendance à beaucoup bouger, donc il va falloir davantage les stabiliser. Pour ça, on va pouvoir utiliser de la maille anti-glisse, de l'adhésif double face ou tout autre support qui vont permettre de fixer au sol. Par exemple, on peut clouer au sol quand ça le permet pour éviter vraiment que ça bouge. On va essayer d'être vigilant aussi à tout ce qui est bord saillant, c'est-à-dire les encadrements, les coins de porte ou les coins de meubles, qui sont vraiment des coins saillants sur lesquels vous pourriez vous blesser, et essayer de mettre une surface un peu plus arrondie pour que ce soit moins dangereux. On va faire attention aussi à tout ce qui traîne, donc les fils électriques au sol. Et puis au niveau des portes, on va essayer de faire attention, sensibiliser les personnes qui nous entourent à ce que les portes et fenêtres soient toujours ouvertes, toujours fermées, pour avoir cette information-là et pas prendre de risques. Parce que si elles sont parfois ouvertes, parfois fermées, vous allez prendre des risques et risquer de chuter, de vous blesser si vous n'avez pas bien perçu l'obstacle en face de vous. Donc pour ça, les portes coulissantes permettent de vous déplacer un peu plus facilement, de fermer entièrement ou d'ouvrir entièrement, et en les rabattant, du coup, elles prennent moins de place. Et donc, en étant contre le mur, il y a moins de risque de les percuter. Vous voyez les tapis, les fils, donc à risque de chute, les obstacles, les déplacements nocturnes aussi qui peuvent être à risque de chute, donc équipés davantage de systèmes lumineux pour bien percevoir les obstacles la nuit. Que ce soit avec des veilleuses, des lampes à détection de mouvement. Ça peut aussi être des douilles qui détectent le passage et qui s'allument quand vous vous déplacez. Et puis il existe aussi par exemple des multiprises avec des repères de couleurs pour vraiment associer un fil à une fonction, que ce soit le fil qui relie la télé, celui qui relie le téléphone, etc. Comme ça, vous vous repérez aussi plus facilement. Au niveau de l'électroménager, donc comme je vous disais, on va éviter de tout ce qui concerne des commandes tactiles. Ça va être difficile de distinguer les informations, donc pour ça, on va préférer tout ce qui est bouton à cran pour pouvoir vraiment choisir les programmes souhaités et pouvoir se repérer en fonction du nombre de crans, par exemple. On va renforcer et simplifier tout ce qui est signalisation par de repères visuels, donc le système d'étiquettes ou les systèmes de repères tactiles. L'objectif, c'est pas de tout indiquer parce que vous allez vous perdre s'il y a trop d'informations. Il va falloir indiquer seulement les informations dont vous avez besoin, qui vont être utiles pour vous. Pour éviter de vous brûler dans la cuisine, ça va être important de placer tous les éléments à risque à hauteur et à proximité. Donc par exemple le four et le micro-ondes, l'idéal c'est qu'ils soient à proximité du plan de travail pour réduire le déplacement de l'un à l'autre et éviter du coup de se brûler. Au niveau des fours à gaz, donc on va essayer de les remplacer par des systèmes électriques ou des fours électriques. Par contre, quand on a besoin d'allumer un four à gaz, il existe des allumettes géantes
donc évidemment qui permettent de réduire les risques de brûlure. Et puis d'utiliser évidemment des plaques de cuisson adaptées parce que donc évidemment le gaz est le plus dangereux, mais finalement les plaques sont plus visibles parce que souvent les éléments en métal sont noirs sur du fond blanc, alors que les plaques à induction sont complètement noires et donc c'est pas visible quand ça chauffe. Certaines plaques, donc plutôt électriques, deviennent rouges quand ça chauffe, mais encore une fois, il faut attendre que ce soit vraiment froid pour plus se brûler. Et on n'a plus forcément le repère de couleur rouge, donc ça peut être à risque. Donc il faut être vraiment vigilant sur les plaques de cuisson et encore une fois trouver une plaque avec le meilleur contraste, qui va être le mieux visible. Donc les allumettes géantes, les fours et micro-ondes à proximité, ce genre de plaque, donc effectivement électrique, mais avec un meilleur contraste, les boutons à cran, et puis du coup, tout l'équipement, on va éviter de l'utiliser avec des repères tactiles. Au niveau du téléphone et de la communication, donc encore une fois, on va aménager l'environnement, on va aménager un coin téléphone avec un siège et un bon éclairage pour être bien installé. Il existe du coup sur tous les téléphones au niveau du chiffre 5 un repère tactile qui permet de repérer les autres chiffres qui sont aux alentours. Il existe également des téléphones, que ce soit des portables ou téléphones fixes, avec des touches agrandies et des chiffres qui vont être mieux contrastés. Donc ça permet d'une meilleure visibilité. Mais il existe aussi des téléphones avec la possibilité de préenregistrer des numéros, soit avec des noms, soit avec des photos, et donc sur lesquels il va avoir besoin seulement d'appuyer sur un bouton pour déclencher l'appel. Vous pouvez aussi avoir un répertoire téléphonique avec des numéros notés en plus gros caractères. Et puis l'idéal, ça va être d'utiliser évidemment un téléphone le plus simple possible avec les caractères agrandis. Et vous pouvez aussi paramétrer dans les paramètres d'accessibilité une commande et un retour vocal qui vont permettre de contrôler les éléments à la voix plutôt que d'avoir à utiliser les touches. Et une autre chose qui peut être aussi importante, c'est de demander à vos correspondants de vous laisser des messages vocaux, évidemment, plutôt que alors d'utiliser la fonction de l'SMS pour que vous ayez un retour sonore. Vous voyez, au niveau des téléphones, on existe Agros avec la possibilité de préenregistrer avec les photos ou de marquer avec des noms. Il existe aussi un support avec uniquement des grosses touches préenregistrées, donc qui peuvent vous orienter directement sur le numéro du coiffeur, celui du médecin, celui de vos proches, qui permet de ne pas utiliser le boîtier du téléphone que vous avez. Et donc voilà, des téléphones portables un peu plus simples avec les touches vont être plus faciles à commander. Au niveau de la lecture, donc on va aménager l'environnement, utiliser des aides techniques appropriées, que ce soit par exemple un pupitre pour poser le support. Ça peut être avoir une meilleure lumière, donc il existe des loupes ou des lampes sur pied que vous allez pouvoir vraiment mettre à proximité, sur lesquelles vous allez pouvoir ajuster la luminosité. Au niveau des loupes, il en existe que vous pouvez poser, que vous pouvez porter à la main. Il en existe sur pied avec des agrandissements différents. Il en existe aussi avec des écrans. Enfin, au niveau des loupes ou des supports optiques, il existe vraiment beaucoup d'aides techniques et donc c'est important de vous faire conseiller par des professionnels pour trouver celui qui sera le plus adapté et sur lequel vous serez le plus confortable pour voir. Il existe aussi des machines à lire, donc sur lesquelles vous allez avoir une synthèse vocale qui va lire l'objet sur lequel la machine est posée. Ça permet aussi d'interrompre la lecture, de revenir en arrière, d'accélérer ou ralentir la lecture. Voilà, ça permet une lecture un peu plus facilitée et un système audio. Pour ça, il existe aussi des livres qui sont déjà enregistrés sur un format audio. Donc, il existe des applications, des livres sous forme de CD, voilà, que vous allez pouvoir écouter pour continuer un petit peu ce principe de lecture et ne pas être pénalisé par rapport à vos troubles visuels. Il existe évidemment aussi des podcasts,
Et puis, ça peut être l'occasion, si vraiment la lecture est compliquée, de s'initier au braille, de voir si ça peut vous convenir et puis du coup de vous faire accompagner pour l'apprentissage. Vous voyez les supports, donc le pupitre, la machine à lire, les agrandisseurs de texte aussi, des loupes qui peuvent être sur pied, qui peuvent être à main, qui peuvent être à écran. Il existe aussi ce petit outil donc, à droite qui permet de lire les éléments par un système de caméra et de retour sonore. Il en existe aussi qu'on peut fixer directement sur les lunettes, sur la branche des lunettes, et puis du coup les applications pour écouter des podcasts, des livres audio et le braille. Pour communiquer en utilisant un ordinateur, vous allez pouvoir régler les paramètres de l'outil et utiliser des logiciels de synthèse vocale. Donc les paramètres, ça va être vraiment l'accessibilité qui va vous permettre de régler la couleur, la taille, l'espacement des caractères, vraiment pour vous apporter du confort et personnaliser un petit peu les caractères au niveau de votre visibilité. Si besoin, donc il existe des logiciels de grossissement qui vont permettre d'agrandir les caractères ou de synthèse vocale qui vont permettre de lire et de vous donner un retour sonore de ce qui est écrit sur l'écran. Donc il existe aussi des claviers qui peuvent avoir un meilleur contraste visuel au niveau des couleurs ou alors des touches beaucoup plus grandes qui seront plus visibles et donc des logiciels adaptés. Au niveau de l'écriture, on va garder en tête que l'écriture, c'est quelque chose que vous avez fait la plupart du temps dans votre vie, donc c'est quelque chose que votre cerveau conserve. C'est quelque chose dont votre cerveau va se souvenir. Donc il faut que vous fassiez confiance, que vous entraîniez et si possible donc en utilisant des techniques appropriées. Par exemple, avoir un sous-main contrasté qui va contraster avec la feuille. La feuille, on va essayer de faire attention à ce qu'elle ne soit pas en papier brillant pour éviter les éblouissements. Le mieux, ça va être d'utiliser des feutres de type avec des pointes assez moyennes pour que l'écriture soit plus lisible et que vous puissiez vous relire plus facilement. Et en fait, une idée reçue, ça va être d'éviter le papier avec les lignes parce que vous allez essayer de vous concentrer à voir les lignes pour écrire. Et du coup, ça perd tout son intérêt puisque l'idéal, c'est de vous faire confiance et puis de travailler sur un papier qui soit tout blanc. Vous pouvez aussi écrire les lettres en lettres capitales ou en gros caractères pour plus de visibilité. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est certaines banques ou opticiens qui peuvent procurer des guides lignes ou des guides chèques, qui sont des supports donc, comme ceci, avec juste l'encadrement qui est vide, un petit peu comme le principe des lignes, mais là c'est en contraste puisque c'est quelque chose que vous posez sur la feuille et qui permet du coup d'écrire dans l'encadrement. Et donc il en existe sous forme aussi de chèques qui permettent de se poser sur le chèque et de remplir les encarts au bon endroit. Donc les feutres plutôt pour écrire et puis des sous-mains contrastés, c'est l'idéal. Pour se déplacer, donc, vous pouvez aussi solliciter le syndic pour aménager les parties communes. Par exemple, dans les ascenseurs, contraster les boutons pour plus de visibilité. Ça va être aussi d'utiliser les deux mains, que ce soit une main pour utiliser la poignée et l'autre pour repérer la serrure avec les clés. Il existe des aides techniques pour ça, pour faciliter l'utilisation des clés, donc ça permet aussi de mieux guider au niveau de la serrure. Il existe aussi des systèmes de lampes qui détectent au moment où vous mettez la clé et qui permettent de mieux éclairer la serrure. Et puis du coup, vous allez utiliser aussi des aides techniques adaptées pour les déplacements. Donc comme on voyait dans la vidéo, ça peut être les lunettes qui vont filtrer les UV et donc apporter une meilleure visibilité, qui vont protéger les yeux de toutes les agressions de l'extérieur, que ce soit le vent, la lumière, etc., qui vont permettre de mieux interpréter les contrastes et de mieux percevoir les obstacles. Vous allez aussi pouvoir vous entraîner à utiliser les sons pour vous repérer. Et puis si jamais les déplacements sont quelque chose de vraiment difficile, ça peut être l'occasion d'apprendre avec un instructeur en locomotion qui va apprendre à l'utilisation d'une canne blanche
ou alors vous rapprocher d'une association pour avoir un chien guide si besoin. Il existe également des GPS pour piétons qui vont vous donner des indications à suivre pour vous déplacer en toute sécurité. Et puis, ne pas hésiter à solliciter une carte d'invalidité auprès de la MDPH pour pouvoir vous bénéficier d'un accompagnateur, en fait, qui vous accompagnera sur les trajets, par exemple. Donc, les différentes aides, vous voyez, donc les lunettes, la canne blanche, le chien, et puis Envibe, qui est le GPS, un type de GPS pour piétons. Et puis la lampe qui permet d'illuminer la serrure pour mieux percevoir au moment où vous mettez la clé. Au niveau de vos loisirs, donc il est possible d'adapter les jeux, que ce soit les jeux de société ou autres. Encore une fois, il va falloir penser à un éclairage qui vous apportera le plus de confort. Aussi de sensibiliser, d'expliquer à vos partenaires de jeu quels sont vos besoins pour vraiment faciliter le jeu. Certaines salles de cinéma-théâtre peuvent proposer des séances en audio-vision ou audio-description, donc ça permet de conserver certains loisirs. Vous pouvez aussi faire des visites avec des guides conférenciers. Donc, par exemple, dans certains musées, les guides vont vous décrire des œuvres que vous allez pouvoir toucher pour vous les représenter. C'est vraiment l'idéal pour conserver ce genre de sortie culturelle. Au niveau des loisirs, peut-être regarder la télévision chez soi, il existe aussi des casques sans fil qui vont permettre aussi de mieux de vous apporter des informations sonores sur les costumes, les lumières, les décors, etc. pour avoir une meilleure appréhension en fait de la vue, mais avec des informations sonores. Voilà, puis il existe aussi beaucoup d'activités sportives qui sont adaptées aux personnes avec des troubles visuels, que ce soit la randonnée, le ski, le tir à l'arc, etc. Il existe des associations qui sont spécifiques et qui accompagnent les personnes avec des difficultés visuelles. Donc, il existe des jeux aussi avec des repères tactiles, des jeux agrandis qui vont permettre de plus facilement se repérer, l'audiodescription aussi qui est importante, des guides dans la pratique du sport, voilà. Il existe différents types d'aides pour vous aider à financer ces aides techniques. Par exemple, pour les personnes de moins de 60 ans et jusqu'à 75 ans, si la pathologie s'est développée avant les 60 ans, vous pouvez solliciter la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Sinon, à partir de 60 ans, c'est l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, qui va vous permettre de mettre en place des aides humaines ou des aides techniques. Des personnes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches, donc c'est les assistants sociaux qui vont permettre de voir les accès aux droits administratifs, comment aménager le domicile ou l'environnement, la question des transports, des loisirs, les moyens de financement, les dispositifs d'aide humaine qui existent et bien d'autres. Ça peut être aussi les structures adaptées si jamais rester à domicile n'est plus possible. Mais du coup, je vous conseille de vous rapprocher des assistants sociaux pour toutes ces démarches et pour vous conseiller sur vos droits et tous ceux auxquels vous pouvez bénéficier. L'objectif de tout ça, ça va vraiment être d'optimiser le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles et de sécurité et de confort. Ça, je vais vous le passer parce qu'on dépasse déjà sur la durée de l'atelier, mais je vous invite à vous renseigner sur IPRA, qui sont des ateliers proposés aux personnes déficientes visuelles des Yvelines, donc exclusivement dans le département du 78. Il existe plein de structures et de sites associatifs pour les adultes déficients visuels en France. Donc, je vous invite à aller sur le site GuideVue. Vous retrouvez la rubrique avec les aides administratives et les structures qui existent pour retrouver toutes ces informations. Et je laisse du coup la parole à ma collègue maintenant. Merci Margot. Donc je vous invite à cliquer sur le questionnaire de satisfaction. Je vais vous le remettre de toute façon tout de suite dans le chat. On va prendre vos questions si vous en avez. Est-ce que Margot, tu peux... Donc là, je vous ai mis le lien. On reviendra peut-être après sur le questionnaire de satisfaction. Si tu peux changer la slide. Donc, je voulais vous dire que voilà, demain, il y a une nouvelle visioconférence avec Gwendoline Cotrez, donc sur les mots de passe et France Connect.
La slide suivante, c'est le livre audio. Donc, c'est un livre, écoutez, sur le déménagement. C'est assez intéressant. Je vous invite à le lire. Et puis, je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions sur la présentation, vous contactez Margot ou Constance Leblanc, qui est donc ergothérapeute. Donc, cette visioconférence vous était présentée par Adapsia avec le soutien de la conférence des financeurs du Val-de-Marne et avec le soutien de la CNSA.